Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Voix poétique. Je suis David, votre compagnon de route dans cette exploration des territoires secrets de l'âme humaine, et aujourd'hui, nous franchissons le seuil d'une maison blanche d'Amherst, dans le Massachusetts, pour rencontrer une femme extraordinaire qui a fait de la solitude un laboratoire spirituel, de la mort une confidente, et de l'éternité sa plus intime correspondante. Nous parlons ici d'Emily Dickinson, cette recluse géniale qui, depuis sa chambre, a révolutionné la poésie américaine et touché aux mystères les plus profonds de l'existence. Imaginez une femme vêtue invariablement de blanc, qui refuse de quitter sa demeure familiale, qui préfère descendre un panier depuis sa fenêtre plutôt que de recevoir des visiteurs en personne. Cette image pourrait sembler celle d'une excentrique victorienne, mais il s'agit en réalité d'Emily Dickinson, l'une des plus grandes voix poétiques que l'Amérique ait produites. Née le 10 décembre 1830 à Amherst, Emily Elizabeth Dickinson grandit dans une famille respectée de la Nouvelle-Angleterre. Son père, Edward Dickinson, était avocat et homme politique influent. Sa mère, Emily Norcross Dickinson, était une femme cultivée qui initia sa fille aux sciences naturelles. Mais c'est surtout l'immense bibliothèque paternelle qui façonnera l'univers mental de la future poétesse, lui donnant libre accès aux classiques de la littérature anglaise et à la poésie métaphysique. Cette éducation privilégiée, Emily la complète à l'Amherst Academy, puis brièvement au Mount Holyoke Female Seminary. Mais c'est là que quelque chose de fondamental se produit. Lors d'un réveil religieux organisé par l'école, Emily refuse de se lever pour témoigner de sa foi. « Ils ont trouvé bizarre que je ne me lève pas », confiera-t-elle, plus tard, avec un sourire en coin. « J'ai pensé qu'un mensonge aurait été plus bizarre encore. » Cette anecdote révèle déjà toute la personnalité d'Emily, cette intégrité absolue qui la caractérisera toute sa vie, cette incapacité à se conformer aux attentes sociales quand elles contredisent sa vérité intérieure. C'est peut-être à ce moment précis que commence sa véritable vocation, non pas celle d'une épouse et mère conventionnelle, mais celle d'une exploratrice solitaire des mystères de l'âme et de l'éternité. Vers 1850, Emily commence à limiter drastiquement ses sorties. Progressivement, elle ne quitte plus la propriété familiale, puis même sa chambre. Cette réclusion volontaire, loin d'être pathologique, devient l'outil de son génie créateur, car Emily découvre quelque chose que peu de ses contemporains comprennent, que l'infini peut se déployer dans un espace limité, que l'éternité peut se révéler dans l'instant présent d'une conscience attentive. Sa maison devient son univers. Mais quel univers ? Depuis ses fenêtres, elle observe les cycles de la nature avec une acuité scientifique héritée de ses études de botanique. Chaque changement de saison, chaque mouvement d'oiseau, chaque variation de lumière devient matière à méditation poétique. Son jardin, qu'elle cultive avec passion, lui révèle les secrets de la croissance, de la floraison et de la mort. Cette attention extraordinaire aux détails transforme sa perception ordinaire en vision mystique. Un simple rouge-gorge qui descend l'allée devient l'occasion d'une réflexion sur la grâce naturelle et la perfection divine. Une mouche qui bourdonne révèle l'irruption du trivial dans le sacré. Cette capacité à voir l'infini dans le fini, c'est précisément ce qui distingue la vision poétique d'Emily de celle de l'ensemble de ses contemporains. Mais sa solitude n'est pas absolue. Elle entretient une correspondance nourrie avec ses amis, partageant parfois ses poèmes accompagnés de fleurs de son jardin. Ses lettres révèlent une femme d'une intelligence éblouissante, d'un humour subtil, capable de condenser en quelques lignes des observations d'une profondeur saisissante sur la condition humaine. Emily Dickinson
Écrit comme on respire, par nécessité vitale. Ces poèmes naissent de l'observation immédiate, de l'émotion soudaine, de l'illumination instantanée. Elle les compose sur tout ce qui lui tombe sous les mains. Enveloppe usagée, dos de facture, marge de journaux. Cette pratique révèle quelque chose d'essentiel dans sa conception de la poésie. Elle ne la considère pas comme un exercice littéraire, mais comme une urgence existentielle. Sa technique poétique révolutionne la prosodie américaine. Abandonnant les vers longs et les strophes développées de ses contemporains, elle privilégie la concision, l'ellipse, la suggestion. Ses poèmes sont des diamants de précision, où chaque mot porte un poids immense. Elle utilise principalement le common matter, des hymnes protestants, mais le subvertit par ses rimes approximatives, ses césures inattendues, ses majuscules surprenantes. Cette économie de moyens cache une richesse infinie de sens. Prenez ces vers célèbres. Hope is the thing with feathers that perches in the soul. En 2 lignes, Émilie transforme une abstraction philosophique en image concrète et vivante. L'espoir devient oiseau, l'âme devient perchoir. Et soudain, nous comprenons viscéralement ce que signifie porter l'espoir en soi. Ces innovations techniques servent une vision spirituelle particulière. Pour Émilie, la poésie n'est pas description du monde, mais révélation de l'invisible qui l'habite. Ces ellipses, ces sous-entendus, ces silences ne sont pas coquetterie stylistique, mais nécessité mystique. Comment dire l'indicible, sinon en laissant place au non-dit ? Plus que tout autre thème, la mort hante l'œuvre d'Emily Dickinson. Elle a écrit plus de 500 poèmes sur ce sujet, explorant tous les aspects de cette expérience ultime avec une audace intellectuelle et une originalité qui n'ont pas d'équivalent dans la littérature américaine à ce jour. Cette obsession s'enracine dans son expérience personnelle. Durant son enfance et sa jeunesse, elle assiste à de nombreux décès. Cousins, amis, voisins, emportés par les épidémies qui ravagent régulièrement la Nouvelle-Angleterre à cette époque. Mais là où d'autres ne verraient que tragédie, Émilie découvre un laboratoire métaphysique extraordinaire. La mort devient pour elle non pas l'ennemi de la vie, mais sa plus mystérieuse complice. Dans « Because I Could Not Stop for Death », elle révolutionne notre conception de cette expérience ultime. La mort n'y apparaît pas comme un faucheur terrifiant, mais comme un gentilhomme courtois qui l'invite à monter dans sa calèche. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. Ce poème transforme l'agonie en promenade. L'angoisse en sérénité, Émilie développe une vision révolutionnaire, la mort comme transition naturelle, passage d'un état à un autre plutôt que fin brutale. Sa calèche traverse les étapes de la vie. L'école où jouent les enfants, les champs de blé mûr, le soleil couchant, avant de s'arrêter devant cette maison qui n'est autre que la tombe. Mais Émilie n'idéalise pas la mort. Dans « I heard a fly buzz when I died », elle nous offre une vision beaucoup plus troublante. Ici, pas de gentilhomme courtois, mais l'intrusion triviale d'une mouche dans le moment supposé le plus solennel. Cette mouche bourdonnante, dans ce poème, devient le symbole de tout ce qui, dans la mort, résiste à nos attentes spirituelles. Elle représente peut-être le doute religieux, l'éruption du matériel dans le spirituel, ou simplement l'impossibilité de contrôler notre dernière expérience. Émilie refuse les consolations faciles et explore la mort dans toute sa complexité paradoxale. Cette exploration de la mort conduit naturellement Émilie vers l'interrogation sur l'immortalité. Élevée dans la tradition puritaine,
Elle hérite d'une conception chrétienne de l'au-delà, mais son esprit indépendant la pousse à questionner ses certitudes héritées. Sa correspondance révèle une femme en quête spirituelle permanente. Elle lit Emerson et les transcendantalistes, que j'affectionne personnellement tant, s'intéresse aux découvertes scientifiques de son époque, réfléchit aux implications de la géologie naissante qui révèle l'ancienneté de la Terre. Cette culture encyclopédique nourrit sa réflexion poétique sur les mystères ultimes. Dans This World is Not Conclusion, elle dramatise ce conflit entre foi et doute. This world is not conclusion. A species stands beyond, invisible as music, but positive as sound. Le poème commence par une affirmation de foi, mais se complique rapidement. L'au-delà existe, mais reste invisible, comme la musique, ce qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Émilie explore cette tension avec une honnêteté intellectuelle remarquable, refusant de résoudre par des formules toutes faites ce qui demeure mystère. Cette quête spirituelle la distingue radicalement de ses contemporains. Là où la poésie religieuse de l'époque cherche à confirmer les dogmes établis, Émilie utilise la poésie pour approfondir les questions, pour explorer les zones d'ombre de la foi, pour maintenir vivante l'interrogation métaphysique. Parallèlement à sa méditation sur la mort et l'immortalité, Émilie développe une véritable mystique de la nature qui rappelle les transcendantalistes tout en gardant sa spécificité propre. Pour elle, la nature n'est pas simple décor poétique, mais révélation permanente du divin. Son éducation botanique à l'Amherst Academy lui a donné une connaissance scientifique précise des phénomènes naturels. Elle sait identifier les plantes, comprend les cycles de croissance, observe leur interaction, mais cette science nourrit sa vision spirituelle plutôt qu'elle ne la contredit. Regardez comme elle décrit un lever de soleil. I'll tell you how the sun rose, a ribbon at a time. The steeple swam in amethyst the news, like squirrels run. Ici, la description scientifique se transfigure en vision poétique. Le soleil ne se lève pas. Il se déroule comme un ruban. Les clochers ne sont pas éclairés, ils nagent dans l'améthyste. Cette transformation du phénomène en épiphanie caractérise toute son approche de la nature. Sa religion naturelle dépasse le panthéisme romantique pour atteindre à une forme particulière de théisme. Émilie ne divinise pas la nature, elle y lit les signes d'une intelligence créatrice qui la dépasse. Ses poèmes sur les saisons, les oiseaux, les fleurs sont autant d'hymnes discrets à cette présence mystérieuse qui anime le monde visible. Cette spiritualité naturelle lui permet d'éviter les rigidités doctrinales du christianisme orthodoxe tout en gardant le sens du sacré. Sa maison d'Amherst devient sa cathédrale, son jardin, son sanctuaire, ses poèmes, ses prières. L'originalité d'Émilie ne se limite pas à ses thèmes, elle révolutionne la forme poétique elle-même. À une époque où la poésie américaine cherche encore ses modèles en Europe, elle invente un style authentiquement personnel qui influencera toute la poésie moderne. Son utilisation du common matter, emprunté aux hymnes protestants, constitue un choix esthétique et spirituel. Ce rythme familier aux oreilles américaines permet à ses méditations les plus audacieuses de rester accessibles tout en portant une charge émotionnelle particulière. Mais Émilie subvertit ce maître traditionnel par ses innovations prosodiques. Ses rimes approximatives, ou slant rhymes, brisent les attentes auditives et créent des effets de surprise permanents. Là où l'on attendrait day, way, elle propose day, day, ou des quasi-homophonies qui déstabilisent l'oreille et ouvrent des espaces de sens inattendus. Sa ponctuation révolutionnaire, dominée par le tiret, transforme la lecture en expérience rythmique unique.
Ces tirets ne marquent pas seulement des pauses, ils créent des silences pleins de sens, des suspensions qui laissent résonner l'implicite, des ouvertures vers l'ineffable. Ces majuscules arbitraires personnifient le moindre substantif et transforment les objets les plus humbles en acteurs dramatiques. Death, soul, nature, mais aussi fly, snow, cricket, acquièrent une dignité poétique égale qui révèle sa vision démocratique de l'existence. Une des intuitions les plus profondes d'Émilie concerne ce qu'on pourrait appeler la philosophie du petit. Contrairement aux poètes épiques de son époque, qui cherchent les grands sujets historiques ou mythologiques, elle découvre l'infini dans l'infinitésimal. Un criquet qui chante, une route qui tourne, un oiseau qui boit dans une flaque, deviennent chez elle prétexte à méditation métaphysique. Cette attention aux détails révèle une conception particulière de la vérité. Pour Émilie, l'universel ne se saisit pas dans l'abstraction, mais dans l'expérience concrète et immédiate. Cette esthétique du petit s'enracine dans sa vie même. Confinée dans sa maison, elle apprend à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, l'éternel dans le quotidien. Ses limitations géographiques deviennent liberté spirituelle, sa réclusion physique, élargissement intérieur. Cette philosophie annonce la modernité poétique. Émilie comprend, avant Baudelaire, que la beauté peut naître de n'importe quoi, que le trivial peut révéler le sublime, que l'art consiste moins à choisir des sujets nobles qu'à regarder noblement n'importe quel sujet. Bien que recluse, Émilie entretient des amitiés profondes par correspondance. Ses relations épistolaires révèlent une dimension importante de sa personnalité, sa capacité à créer des liens spirituels intenses sans contact physique direct. Sa correspondance avec Thomas Wentworth Higginson, critique littéraire qui deviendra son premier éditeur posthume, illustre parfaitement cette aptitude. Quand elle lui écrit pour la première fois, en 1862, c'est pour lui demander s'il accepterait de juger ses poèmes. Cette lettre marque le début d'une amitié de 24 ans qui ne connaîtra qu'une seule rencontre en face à face. Ces lettres à Suzanne Gilbert, qui épousera son frère, Austin, révèlent peut-être sa capacité d'amour la plus profonde. Ces correspondances, d'une intensité émotionnelle rare, explorent toutes les nuances de l'amitié féminine dans la complicité intellectuelle à la passion spirituelle. Ces amitiés nourrissent sa poésie. Émilie écrit souvent ses poèmes comme des lettres s'adressant à un « tu » mystérieux, qui peut être l'ami, l'amant, Dieu ou la mort. Cette dimension dialogique de son œuvre révèle que sa solitude n'est jamais isolément, c'est un approfondissement du rapport à l'autre. L'histoire d'Emily Dickinson, poète, commence paradoxalement après sa mort. De son vivant, seule une dizaine de ses poèmes avaient été publiés, souvent à son insu, et dans des versions édulcorées qui trahissaient son style original. Quand elle meurt en 1886, sa sœur, Lavinia, découvre dans sa chambre une malle contenant près de 1800 poèmes soigneusement recopiés dans de petits fascicules cousus main. Cette découverte révèle l'ampleur de l'œuvre secrète qu'Émilie avait patiemment constituée. La première édition, publiée en 1890 par Mabel Loomis Todd et Thomas Wentworth Higginson, connaît un succès immédiat malgré les modifications importantes apportées au texte original. Les éditeurs, croyant bien faire, avaient corrigé la ponctuation d'Émilie, régularisé ses rimes et supprimé ses audaces stylistiques. Il faudra attendre 1955 et l'édition critique de Thomas H. Johnson pour que nous découvrions enfin Émilie dans sa vérité textuelle. Cette révélation transforme notre compréhension de la poésie américaine du XIXe siècle et révèle l'extraordinaire modernité d'une œuvre écrite dans l'isolement d'une chambre de la Nouvelle-Angleterre. Au-delà de son influence littéraire,
Emily Dickinson nous lègue une véritable philosophie de l'existence qui n'a rien perdu de sa pertinence. Cette philosophie pourrait se résumer en quelques principes simples mais révolutionnaires. D'abord, l'idée de la vérité spirituelle ne se trouve pas dans l'adhésion au dogme établi, mais dans l'exploration personnelle et rigoureuse des mystères existentiels. Emily nous montre qu'on peut être profondément religieux sans être orthodoxe, mystique sans être conformiste. Ensuite, la conviction que l'intensité de l'expérience intérieure peut compenser la limitation de l'expérience extérieure. Sa vie prouve qu'on peut voyager immensément, sans bouger, découvrir l'infini dans le fini, vivre pleinement dans la réclusion. Enfin, l'intuition que la poésie n'est pas ornement de la culture, mais nécessité vitale, instrument de connaissance irremplaçable, moyen d'accès privilégié aux vérités que la raison seule ne peut atteindre. Cette philosophie existentielle fait d'Emily une figure étonnamment contemporaine. À l'heure où notre monde hyper connecté génère de nouvelles formes de solitude, son exemple nous montre qu'on peut transformer l'isolement en approfondissement, la contrainte en liberté créatrice. L'une des innovations les plus remarquables d'Emily réside dans son art de l'ellipse. Ses poèmes disent souvent plus parce qu'ils taisent que parce qu'ils expriment. Cette technique, qui peut paraître simple, révèle en réalité une compréhension profonde des limites du langage face à l'ineffable. Prenez ce poème sur la douleur. After a great pain, a formal feeling comes. The nerves sit ceremonious like tones. En 2 vers, Emily saisit toute la psychologie du traumatisme. La douleur n'est pas décrite directement, c'est son après-coup qui nous est montré. Cette cristallisation rituelle qui protège l'âme blessée. L'ellipse nous fait comprendre l'indicible de la souffrance mieux que ne le ferait toute description exhaustive. Cette économie de moyens reflète sa conception de l'art poétique. Pour Emily, le poème n'a pas pour fonction d'expliquer ou de décrire, mais de révéler et de suggérer. Il doit créer chez le lecteur cette illumination soudaine qui transforme la perception ordinaire en vision extraordinaire. L'œuvre d'Emily anticipe de façon saisissante les révolutions poétiques du XXe siècle. Son fragmentarisme annonce les avant-gardes, sa subjectivité radicale préfigure la poésie confessionnelle. Son attention aux détails quotidiens ouvre la voie au réalisme moderne. Mais cette modernité n'est pas superficielle, imitation du nouveau, elle naît d'une nécessité intérieure absolue. Emily invente ces innovations techniques parce qu'elle en a besoin pour exprimer une vision du monde qui n'avait jamais trouvé sa forme littéraire adéquate. Cette authenticité donne à son œuvre une permanence qui dépasse les modes littéraires. Là où certains révolutionnaires poétiques vieillissent avec leurs audaces, Emily reste éternellement fraîche parce que ses innovations servent une exploration existentielle intemporelle. Une de ses découvertes les plus importantes concerne la nature spirituelle de l'instant présent. Contrairement aux mystiques traditionnels qui cherchent l'éternité dans la fuite du temps, elle la trouve dans l'approfondissement de l'instant immédiat. Ses poèmes sont souvent des arrêts sur image, un rouge-gorge sur l'allée, la lumière d'un après-midi d'hiver, le silence qui suit l'orage. Mais ces instantanés révèlent l'éternité qui habite chaque moment quand on sait le regarder avec l'attention suffisante. Cette spiritualité de l'instantané transforme la poésie en exercice contemplatif. Lire Emily, c'est apprendre à voir, à écouter, à sentir, avec une acuité nouvelle. Ces poèmes sont des leçons de présence au monde qui n'ont rien perdu de leur actualité dans notre époque de distraction permanente. Une question traverse toute l'œuvre d'Emily. Qu'est-ce que le moi ? Cette interrogation, qui obsède la philosophie depuis Descartes, trouve chez elle une exploration poétique d'une richesse extraordinaire. Ces poèmes révèlent un moi multiple, contradictoire, insaisissable, tantôt enfant émerveillé, tantôt femme passionnée, tantôt sage détaché. Emily refuse les définitions simples de l'identité. Son jeu poétique échappe aux catégories convenues pour révéler la complexité irréductible de la conscience humaine. Cette fluidité de l'identité annonce les découvertes de la psychologie moderne sur la multiplicité du moi. Emily comprend
intuitivement que nous ne sommes pas des essences fixes, mais des processus en perpétuelle transformation. Pourquoi Emily Dickinson nous parle-t-elle si directement aujourd'hui ? Peut-être parce qu'elle a vécu, avant nous, des expériences que nous commençons seulement à connaître. L'isolement dans un monde pourtant connecté. La quête spirituelle, en dehors des religions instituées. La recherche d'authenticité face aux pressions sociales. Son exemple nous montre qu'on peut vivre intensément dans la limite, créer immensément dans le contraire, découvrir l'universel dans le particulier. À l'heure où notre société valorise l'expansion et la multiplication des expériences, Émilie nous rappelle les vertus de l'approfondissement, de la concentration. Sa poésie offre un refuge à tous ceux que le bruit du monde fatigue, une nourriture spirituelle à tous ceux que les certitudes toutes faites ne satisfont plus. Elle nous apprend que la vraie révolution peut commencer dans le secret d'une chambre, que la vraie liberté peut naître de l'acceptation de ses limites. Arrivés au terme de cette exploration, laissons-nous porter par l'une des plus belles réussites d'Émilie. Ce poème qui résume peut-être le mieux sa vision de l'éternité accessible dans l'instant. J'entendis bourdonner une mouche quand je mourus. Le silence dans la chambre était comme le silence dans l'air, entre les soubresauts de l'orage. Les yeux alentour s'étaient taris, et les souffles se rassemblaient fermes dans cet ultime assaut, quand le roi serait témoin dans la chambre. Je léguais mes souvenirs, signais quelle portion de moi pouvait être assignée, et alors s'interposa une mouche. Avec son bourdonnement bleu, incertain et trébuchant, entre la lumière et moi, et alors les fenêtres faillirent, et alors je ne pus voir pour voir. Voici Émilie dans tout son génie, cette capacité unique à transformer l'anecdote triviale en révélation métaphysique, à trouver dans l'intrusion d'une simple mouche le symbole de tous nos échecs à contrôler nos expériences ultimes. Ce bourdonnement, incertain et trébuchant, qui s'interpose entre la mourante et la lumière divine, résume peut-être toute la condition humaine, cette oscillation permanente entre espoir spirituel et réalité matérielle, entre attente du sublime et irruption du quotidien. Emily Dickinson nous lègue bien plus qu'une œuvre poétique. Elle nous offre un modèle de vie spirituelle adapté à la modernité. Dans un monde qui a perdu ses repères traditionnels, elle nous montre qu'on peut créer ses propres coordonnées existentielles sans sombrer dans l'arbitraire. Dans une époque obsédée par la visibilité sociale, elle nous rappelle les vertus de l'invisibilité créatrice. Dans une société qui privilégie l'extension, elle nous enseigne les richesses de l'approfondissement. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accompagné dans cette rencontre avec Emily Dickinson, que probablement beaucoup d'entre vous auront lu. Elle est pour moi cette alchimiste de l'éternité, qui a su transformer la solitude en compagnie universelle et le silence en parole éternelle. Probablement le week-end prochain, nous partirons à la découverte d'un nouveau territoire de l'âme poétique. Et d'ici là, puissiez-vous regarder votre propre quotidien avec les yeux d'Émilie et découvrir dans l'ordinaire de vos journées les signes de l'extraordinaire éternité qui nous habite tous. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.